Et l'école roulait. Depuis qu'on t'a greffé des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Et ça t'empêche pas de nous faire canibar, hein? Petit canard, va. J'aimerais bien t'ébrouiller dans mes nuits avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il faudra éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de notre podcast où on décortique les films cultes avec autant de délicatesse qu'un boucher bourré un soir de réveillon. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a marqué toute une génération de mômes des années 80. J'ai nommé les Goonies. Alors, installez-vous confortablement, prenez une bière ou un orangina si vous êtes mineur. Quoique, vu le film dont on va parler, on s'en fout des règles. Non, je rigole. Là. Pas pour les mineurs. Et c'est parti pour 40 minutes de nostalgie mal placée et d'anecdotes croustillantes. Alors, les Goonies, putain, par où commencer? C'est ce film de 1985 qui nous a tous fait croire qu'on pouvait trouver un des trésors de pirates dans notre cave pourrie de banlieue parisienne. Spoiler alert, j'ai creusé dans la cave de mes parents, j'ai retrouvé que dalle à part des bouteilles de pinard vides et un rat mort. Merci Spielberg pour les faux espoirs. Le film, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis 40 ans, et franchement, vu l'état du monde actuel, c'est peut-être pas une mauvaise idée, raconte l'histoire d'une bande de gamins qui partent à la recherche du trésor du pirate Willy le Borgne. Ouais, Willy le Borgne. Parce qu'apparemment, dans les années 80, on pouvait encore appeler un personnage comme ça, sans que Twitter s'enflamme. Ces mômes vivent à Astoria, dans l'Oregon. Une ville tellement paumée que même Google Maps a galère à la trouver. Leurs maisons vont être saisies parce que papa et maman peuvent plus payer les traites. Et la seule solution logique, évidemment, c'est de partir chercher un trésor de pirates planqué depuis 300 ans. Parce que bon, chercher un boulot ou faire du crowdfunding, c'est trop mainstream apparemment. Richard Donner, le réalisateur, nous avait déjà pondu Superman et qui plus tard nous sortira L'arme fatale. J'ai dit un jour, et tiens, et si je prenais une bande de gosses et que je les foutais dans des grottes pleines de pièges mortels avec des criminels psychopathes à leur tous et que j'appelais ça un film familial. Génie, folie, les deux, mon capitaine. Le casting, parlons-en du casting. Sean Astin, qui joue Mikey, le petit asthmatique héroïque qui finira plus tard par porter Elijah Wood sur son dos pendant 3 films du Seigneur des Anneaux. Comme quoi porter ses potes, c'était déjà sa spécialité. Josh Brolin qui jouait Bran, le grand frère musclé. Et maintenant Thanos dans Marvel. De sauver un quartier à détruire à moitié l'univers. Et l'évolution de carrière. Et puis il y avait Corey Feldman qui jouait Mark, le gamin à la grande gueule. Feldman, qui entre nous, a eu une vie d'adulte tellement bordélique qu'on s'est finalement affronter les fratelli, c'était de la rigolade à côté. Le vrai héros du film, soyons honnêtes, c'est Choco, joué par Jeff Cohen. Le gamin était tellement rond qu'il pouvait à lui seul résoudre la crise alimentaire mondiale. Dans une scène, il fait le truffle shuffle, cette danse du bide, qui aujourd'hui vaudra un procès pour maltraitance infantile. Cohen, d'ailleurs, a arrêté le cinéma et est devenu avocat. Malin le mec. Il défend maintenant les gosses obèses traumatisés par l'industrie du cinéma. Business model parfait. Les méchants du film.
la famille Fratelli. Putain, qu'est-ce qu'ils étaient flippants. Anne Ramsey, qui jouait la mère, Mama Fratelli, avait une tronche à faire fuir un pitbull enragé. Fun fact, elle avait eu un cancer de la bouche et une partie de sa mâchoire avait été enlevée, ce qui lui donnait cette voix et cette gueule si particulières. Les producteurs ont regardé ça et se sont dit « Parfait pour un film pour enfants ». L'époque était différente. Robert Davi et John Pantoliano jouaient ses fils. Pantoliano, qu'on retrouvera plus tard dans Matrix et Les Sopranos, a raconté qu'Amara Ramsey lui mettait vraiment des baffes pendant les scènes. Apparemment, elle trouvait que c'était plus réaliste. Le mec rentrait chez lui avec des marques. Sa femme devait lui demander s'il tournait un film ou s'il faisait du MMA clandestin. Et puis, il y a Tinoch, joué par John Matsuzak, ancien joueur de football américain. Pour créer le maquillage de Tinoch, il fallait 5 heures de préparation chaque matin. En anglais, c'était slot. On l'appelait slot. 5 putains d'heures. Le mec se levait à 3 heures du mat pour ressembler à Quasimodo sous stéroïdes. Le maquillage était tellement tout lourd et inconfortable que Matsuzak ne pouvait pas manger normalement. Il devait boire ses repas avec une paille. Imagine, tu signes pour un film de Spielberg, tu te dis c'est bon, j'ai percé, et tu te retrouves à siroter de la soupe avec une paille déguisée en mutant pendant 3 mois. D'ailleurs, Matsuzak est mort 4 ans après le film, à seulement 38 ans. Overdose de médicaments contre la douleur. Le mec avait tellement morflé pendant sa carrière de footballeur, il était accro aux antidouleurs. Hollywood et la NFL, le combo parfait pour te niquer la santé. Parlons du tournage maintenant, parce que c'était un sacré bordel. Le film a été tourné principalement à Astoria et sur la côte de l'Oregon. Les grottes, en fait, c'était des décors construits sur un plateau à Burbank, en Californie. Ils avaient construit un système de grottes tellement énorme que c'était l'un des plus grands décors jamais construits à l'époque. Le truc était tellement massif, ils ont dû louer 2 plateaux adjacents. Steven Spielberg, qui a décrit l'histoire et produit le film, venait régulièrement sur le plateau. Les gamins étaient tellement intimidés qu'ils l'appelaient Monsieur Spielberg. Même quand il leur disait de l'appeler Steven. Normal, le mec venait de sortir E.T. et Indiana Jones. C'était comme si Dieu himself venait de voir comment tu faisais tes devoirs. Une des anecdotes les plus dingues de tournage concerne la scène du bateau pirate. Donner avait décidé de ne pas montrer le bateau aux enfants avant de tourner la scène pour capturer leur vraie réaction d'émerveillement. Les gosses arrivent, voient cet énorme gagnon, et là, Corey Feldman lâche « Holy shit !» Oh putain. Évidemment, la prise était foutue. On ne peut pas avoir un gamin qui dit « putain de merde » dans un film. Pardon, Warner Bros. Ils ont dû refaire la scène et cette fois, Feldman s'est contenu. Mais bon, entre nous, holy shit, c'était la réaction appropriée, non? Le budget du film était 19 millions de dollars. Ce qui était conséquent pour l'époque. Mais avec toutes les cascades, les décors, les effets spéciaux, ça partait vite. D'ailleurs, pour économiser, ils ont recyclé le galion du film Pirate de Roman Polanski. Oui, ce Roman Polanski-là. Comme quoi, même les bateaux pirates ont un passé louche à Hollywood. Une des scènes les plus mémorables, c'est celle avec le piano. Je sais quand ils doivent jouer les bonnes notes sur un piano fait d'os pour ouvrir un passage secret. Sinon, ils se prennent des fléchettes dans la trou. Cette scène a traumatisé toute une génération de gamins qui ont ensuite refusé de prendre des cours de piano. Non, maman, je veux pas finir comme on dit dans les Goonies. Le pire, c'est que la mélodie qu'ils jouent, c'est vraiment celle qui est sur la carte au trésor. Les accessoiristes avaient créé une partition fonctionnelle. Le souci du détail, même pour un truc complètement con. Gary Green, qui jouait Andy, la cheerleader,
la pom-pom girl, dont tous les prépubères de l'époque étaient amoureux, a raconté que la scène du baiser avec Sean Astin était super gênante. Normal, elle avait 17 ans et lui 13. Aujourd'hui, ça passerait jamais, mais dans les années 80, c'était mignon. Elle a raconté qu'Astin était tellement nerveux qu'il tremblait. Le pauvre. Son premier baiser à l'écran, et c'est devant toute une équipe de tournage. De quoi être dégoûté des relations pour un moment. Martha Plimpton, jouait Steph, la meilleure amie d'Anthony, sortait dans la vraie vie avec River Phoenix à l'époque. Ouais, River Phoenix, le grand frère de Joaquin. Celui qui est mort d'une overdose devant la Viper Room de Johnny Depp en 1993. Hollywood, dans les années 80-90, c'était vraiment une machine à broyer les jeux de talent. Le personnage de Data, joué par Jonathan Kekwan, on a vu dans Everything Everywhere at Once, c'était le petit génie asiatique avec tous ses gadgets. Stéréotype racial, absolument. Est-ce que ça passerait aujourd'hui? Pas une chance. Il faut reconnaître que ses inventions, c'est cool. Le gamin avec son pitcher power, son slick shows, il était l'ancêtre de James Bond version prépubère. Et Kwan a d'ailleurs disparu du cinéma pendant des années parce que Hollywood n'avait plus de rôle pour les petits asiatiques mignons à lui proposer. Et il est revenu, comme je l'ai dit, récemment, dans Everywhere, 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 at All at Once. Il a gagné un putain d'Oscar. Comme quoi la patience, ça paye. Ça a juste pris 40 ans. Il y a une scène qui était coupée au montage et qui est devenue légendaire. La scène de la pieuvre géante. Ouais, t'as bien lu. Une pieuvre géante. Apparemment, à un moment dans le grotte, les Goonies devaient affronter une pieuvre mécanique géante. Le truc était tellement mal fait, on aurait dit une attraction de fête foraine défoncée. Les acteurs essayaient de faire semblant d'avoir peur, mais en vrai, ils se marraient. Spielberg a vu les rushs et a dit non, les gars, sérieusement. La scène a été coupée. Les Data en parlent quand même à la fin du film, quand il raconte l'aventure à l'eau. C'est pas moi. Du coup, les spectateurs se demandaient c'est quoi cette histoire de pieuvre? Marketing mystère avant le. Les cascades dans le film étaient complètement tarées pour l'époque. Les gamins faisaient vraiment une bonne partie des trucs dangereux. Aujourd'hui, on mettrait des doublures, des fonds verts, de la CGI partout. Mais non, dans les années 80, on balançait vraiment les gosses sur les toboggans naturels dans des grottes. Le toboggan en question, d'ailleurs, les acteurs le descendaient vraiment, et ils se sont tous fait mal au cul. Corey Feldman a dit que c'était l'une des expériences les plus douloureuses du tournage. Le mec a tourné avec Michael Jackson dans ses clips. Donc, niveau expérience douloureuse, il s'y connaît. La scène où Brown poursuit les gamins en vélo, avec sa mobilette volée à sa petite sœur, enfin, son vélo, le petit vélo, volé à sa petite sœur à roulette, a été tourné dans les vraies rues d'Astoria. Les habitants étaient tellement contents d'avoir Hollywood chez eux, ils sortaient tous pour regarder. Le problème, c'est qu'ils apparaissaient dans les plans. Donnèrent gueulait, mais putain, rentrez chez vous! Sauf qu'ils étaient chez eux, justement. Du coup, ils ont dû refaire plusieurs prises, et à chaque fois, de nouveaux curieux arrivaient. C'était l'enfer. Aujourd'hui, Astoria vit encore du tourisme lié au Goonies. La maison de Mikey est devenue une attraction touristique, au point que les propriétaires actuels ont dû mettre des parieurs à des panneaux et des panneaux propriété privée partout. Imagine, tu achètes une maison et tous les jours, t'as des nostalgiques de 40 ans qui viennent faire des selfies devant ta porte, en criant « Les Goonies ne mourront jamais! Goonies never die! » De quoi te donner envie de déménager en Sibérie.
Un truc complètement dingue, la carte au trésor qu'il trouve dans le grenier a vraiment été vieillie avec du café et du sang. Ouais, du vrai sang. Un des accessoiristes s'était coupé en la préparant. Au lieu de recommencer, il a étalé le sang sur la carte en disant que ça ferait plus authentique. L'hygiène et sécurité connaît pas. C'était les années 80. Une époque où on mettait de l'amiante partout et on trouvait ça normal de fumer dans les avions. J'ai connu ça, moi. J'ai fumé dans les avions. Chris Columbus, qui a écrit le scénario, avait prévu un film beaucoup plus sombre à la base. Dans sa version originale, les Fratelli tuaient vraiment des gens à l'écran. Il y avait plus de violence, plus de danger réel. Spielberg a lu ça et a dit « Chris, on fait un film pour enfants, pas Scarface Junior. » Columbus a dû adoucir pas mal de trucs. Il est resté des éléments assez dark. Genre la scène où les Fratelli menacent de broyer la main de Marv dans un mixeur. Ou une scène où ils attachent Brandt et menacent de lui couper les doigts. Film familial. D'ailleurs, Columbus est devenu plus tard le réalisateur de Harry Potter et Maman, j'ai raté l'avion. Le mec avait trouvé son créneau, traumatiser les enfants avec classe. La bande-son du film, composée par Dave Bozin, est devenue culte. Il y avait aussi la chanson The Goodies Are Good Enough de Cyndi Lauper. Le clip était complètement barré, avec des lutteurs professionnels et des acteurs du film. Cyndi Lauper détestait la chanson. Elle l'a fait uniquement parce qu'elle était pote avec Spielberg. Elle a refusé pendant des années de la chanter en concert. C'est seulement récemment qu'elle a accepté de la remettre dans ses setlists. Probablement parce que les fans la harcelaient tellement qu'elle a craqué. Il y a un moment, dans le film, Mickey fait un discours inspirant sur le fait de saisir le moment présent, parce que c'est leur moment à eux. Le speech est devenu tellement iconique que des gens le citent encore dans des discours de motivation d'entreprise. Imagine, tu bosses dans une start-up pourrie, ton manager te sort le speech des Goonies pour te motiver à faire des heures sup non payées. C'est pas ça que Spielberg avait en tête. Hein. Le système des pièges dans les grottes était inspiré des films d'aventure des années 30 et 40, mais en version ethnique. Donc avec plus de budget et moins de bougies. Le coup des boules de bowling qui déclenchent le portail, les pierres qui s'écroulent pile le montagne, le bateau qui sort intact après 300 consultés, la suspension d'incrédulité était en overdose sur ce film. Mais on s'en foutait, on avait 8 ans, et on y croyait dur comme fer. Une des blagues récurrentes du film, c'est Mouse qui traduit n'importe quoi, comment les instructions de la mère espagnole de leur gouvernante. Cette scène va être improvisée en partie. Ray Feldman parlait vraiment espagnol, donc il inventait des trucs au fur et à mesure. La pauvre actrice qui jouait Rosalita ne parlait pas un mot d'anglais dans la vraie vie, donc elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle suivait juste les directions. Mais à un moment, une actrice qui joue quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe et qui dans la vraie vie ne comprend pas ce qui se passe. Le trésor de William Ball, parlons-en. Des doublons, des pierres précieuses, des bijoux. La production a fait fabriquer des milliers de fausses pièces d'or. À la fin du tournage, les gamins ont essayé d'en piquer quelques-unes comme ceux-ci. La production a dû fouiller leur sac. Sympa l'ambiance. Désolé les enfants, le trésor reste propriété de la Warner Bros. Capitalisme 1, rêve d'enfant 0. La scène finale, où les enfants retrouvent leurs parents sur la plage, a été tournée en plein hiver. Il faisait un froid de canard. Ils devaient faire comme si c'était l'été. Les acteurs claquaient les dents entre eux et les prises. Le père de Data arrive en voiture et fait une sortie complètement what the fuck. Le mec conduisait vraiment comme un taré
et a failli renverser l'équipe technique. Donner a gardé la prise parce qu'il trouvait ça drôle. La sécurité sur les plateaux dans les années 80, c'était vraiment un concept abstrait. Le film a rapporté 61 millions de dollars au box-office américain, ce qui était bien mais pas exceptionnel pour l'époque. Et surtout en VHS et plus tard en DVD, que le film est devenu culte. Tous les gamins des années 80-90 avaient la cassette chez eux, souvent enregistrée à l'arrache depuis Canal+, avec les pubs coupées à la main. La qualité était dégueulasse, l'image jetée, mais on s'en foutait, c'était notre trésor à nous. Il y a eu des tentatives de suite pendant des années. Spielberg et Donner ont essayé plusieurs fois de monter un Goonies 2. À un moment, l'idée c'était que les Goonies seraient adultes et que ce seraient leurs enfants qui partiraient à l'aventure. Le problème, c'est que certains acteurs originaux n'étaient pas chauds. Sean Astin a dit oui, Josh Brolin a dit peut-être, mais d'autres ne voulaient pas revenir. Et puis Donner est mort en 2021, et avec lui les chances d'une vraie suite. Le film a une influence énorme sur la pop culture. Stranger Things, Super 8, tous ces trucs nostalgiques des années 80, avec des bandes de gamins, c'est l'héritage direct des Goonies. Le film a créé un genre. La bande de losers qui vivent une aventure extraordinaire et qui grandissent dans le processus. Sauf qu'aujourd'hui, les gamins grandissent en regardant des vidéos TikTok, pas en cherchant des trésors de pirates. L'époque a changé. Un des aspects les plus datés du film, c'est le traitement des personnages féminins. Andy et Steph sont là principalement pour être sauvés et pour créer des tensions romantiques. Andy passe la moitié du film à crier et à avoir peur. Steph fait des remarques sarcastiques, mais c'est tout. Les années 80, c'était pas l'âge d'or du féminisme au cinéma. Aujourd'hui, on aurait au moins une fille qui défonce des fraternités à coups de batte de baseball. Le personnage de Sinoc était emblématique aussi quand on y pense. Un mec handicapé mental maltraité par sa famille, il devient gentil quand on lui donne des bonbons. C'était limite insultant. Mais à l'époque, on trouvait ça touchant. Et les gars, est devenu un mème avant l'invention des mèmes. Les gens le criaient dans la rue. Imagine être John Matsuka et entendre ça tous les jours jusqu'à ta mort. D'ailleurs, la relation entre Sinoc et Chung est quand même bizarre. Un gamin obèse et un adulte défiguré devaient être meilleurs amis en 2 heures. Le message, c'est quoi? Les moches doivent rester entre eux? Merci pour la leçon de vie. Il y a des théories de fans complètement barrées sur ce film. Genre, certains pensent que toute l'aventure est imaginée par Mikey qui est en train de mourir d'une crise d'asthme. D'autres disent que les Goonies représentent les 7 péchés capitaux. Check la gourmandise, évidemment. Moss l'orgueil, Data l'avarice avec tous ses gadgets. Les gens ont vraiment trop de temps libre, je pense. Hein. Le film a aussi lancé la mode des chasses au trésor dans la vraie vie. Après la sortie, plein de gens se sont mis à chercher des trésors de pirates sur les côtes américaines. Spoiler, ils n'ont rien trouvé, à part des canettes de pierre et des préservatifs usagés. La vraie vie, c'est pas une... Un détail que peu de gens savent, il y avait une attraction léguministe dans certains parcs d'attractions dans les années 90. C'était une sorte de parcours dans des fausses grottes avec des animatroniques moisis. L'attraction a fermé après que plusieurs enfants se soient blessés. Apparemment, recréer des pièges mortels pour enfants n'était pas une bonne idée commerciale. Hein? Il y cru. Le merchandising du film était complètement random. T-shirts, figurines, jeux de société, même des céréales, les Goonies à un moment. Les céréales avaient un goût de carton mouillé, mais la boîte était cool. Marketing années 80 sont pas oxydes.
Peu importe la qualité du premier, tant que ça rappelle le film. Richard Donner a dit que son plus grand regret sur le film, c'était de ne pas avoir une vraie pieuvre qui marche. Il était obsédé par cette putain de pieuvre. Dans toutes les interviews, il en parle. Le mec a réalisé Superman et l'arme fatale, mais non. Son grand regret dans la vie, c'était une pieuvre en caoutchouc qui marchait pas. Les critiques de l'époque étaient mitigées. Certains trouvaient le film trop bruyant, trop chaotique. Notre cher Roger Ebert lui a donné 3 étoiles sur 4, en disant que c'était un film machine gun pour enfants. Pas faux. Les gamins parlent tous en même temps, et constamment, c'est le bordel permanent. Mais c'est ça qui rendait le truc réaliste. J'ai déjà vu un groupe de gamins de 13 ans? C'est exactement ça. Le chaos permanent. La maison des Fratelli, qui est en fait un restaurant dans le film, existe vraiment à Cannon Beach, Oregon. C'est devenu lieu de pèlerinage pour les fans. Les propriétaires actuels ont transformé ça en business. Ils vendent des trucs uniques. Le capitalisme récupère toujours tout, même la nostalgie. Il y a une scène où l'église retrouve le cadavre de Chester Copperpot, l'explorateur qui les a précédés. Le corps était un vrai mannequin, avec des vrais vêtements vintage. L'équipe avait des effets spéciaux, avait mis des asticots en plastique dessus pour faire plus réaliste. Sauf qu'avec la chaleur des projecteurs, les asticots ont commencé à fondre et ça puait atrocement. Les gamins devaient faire semblant que ça sentait la mort, alors qu'en fait ça sentait le plastique brûlé. Une méthode active et volontaire. Spielberg visitait souvent le plateau et donnait des conseils à Donner. Parfois, Donner en avait marre et disait « Steven, c'est mon film, pas le tien. » Steven répondait « Oui, mais c'est mon histoire. » Tension créative ou ego battle? Les deux, probablement. Le résultat, c'est qu'on sent les deux influences dans le film. Le côté aventure épique de Spielberg et le côté plus brut de Donner. Le film a failli être classé PG-13 à cause de certaines scènes violentes et de langage. Ils ont dû couper quelques shit things pour garder le PG. Aujourd'hui, le film serait probablement PG-13 direct. Les standards ont changé. Peut-être qu'on est juste devenu plus chochotte. Martha Plimpton a raconté qu'elle détestait son personnage au début. Elle trouvait Steph trop passif, trop suiviste. Elle a demandé à ajouter plus de répliques sarcastiques pour lui donner de la personnalité. Donner a accepté et a laissé les jeunes acteurs improviser pas mal de dialogues. C'est pour ça que les conversations ont l'air naturelles. C'était vraiment des gamins qui se vannaient entre eux. La cascade où Brown se balance avec la corde au-dessus de lui, donc Josh Brolin l'a vraiment fait en partie. Il y avait des matelas en dessous, mais quand même. Le mec était à plusieurs mètres de hauteur. Il a raconté qu'il était terrifié, mais qu'il voulait quand même pas passer pour une mauviette devant les plus jeunes. Masculinité toxique dès le plus jeune. Bravo, les gars. Le budget effets spéciaux était limité, donc ils ont dû être créatifs. Les chauves-souris dans les grottes, les morceaux de papier noir balancés devant un ventilateur, les toiles d'araignée et de la barbe à papa, le sang, du sirop de maïs avec du colorant. C'était l'époque du système net. Et bizarrement, ça marchait mieux que le plein de CGI actuel. Feldman a raconté que pendant le tournage, lui et Sean Astin étaient devenus super potes. Ils passaient leur temps à faire des conneries entre les prises. Un jour, ils ont mis de la super glue sur la chaise de Jeff Cohen. Le pauvre Chunk est resté collé et ils ont dû découper son pantalon. La production était furieuse. Les gamins ont été privés de dessert au catering. Punition de ouf. La scène de la douche avec Brown, où il faisait des muscles devant le miroir, n'était pas devant le script.
Josh Brolin faisait vraiment ça dans la loge, les donneurs l'a vu. Il a trouvé ça tellement drôle qu'il l'a ajouté au film. Brolin était mort de honte, mais a accepté. Aujourd'hui, avec son corps de Thanos, il doit bien rigoler ça en pensant à ça. Le nom de Goonies vient de Goondocks, le nom du quartier où il vit. C'est un jeu de mots avec Goonie, qui veut dire idiot ou maladroit. Donc en gros, le film s'appelle Les Idiots. Marketing de génie. Imagine pitcher ça aujourd'hui. J'ai une idée de film qui s'appelle Les Débiles. Ça va cartonner, les gars. Écoutez-moi. Je te gérer direct. Il y a une légende urbaine qui dit que on peut voir le fantôme d'un gamin mort dans une des scènes. C'est évidemment des conneries. Et ça se circule encore sur Internet. En fait, c'est juste un membre de l'équipe technique qui passe dans le fond. Les gens préfèrent croire aux fantômes aux erreurs de montage. La scène où Data utilise le point de la puissance pour monter le puits a été un cauchemar. Attends. Le système ne marchait jamais correctement. Jonathan Kikwan devait faire semblant que ça marchait, alors que les techniciens le tiraient avec des câbles. Il a raconté qu'il avait mal au bras pendant des semaines. Le maquillage des Goonies, quand il sort des grottes, couverts de boue et de crasse, était fait de chocolat mélangé à de la terre. Ça sentait bizarre et ça attirait les mouches. Les gamins devaient rester immobiles entre les prises pour pas que les mouches apparaissent à l'image. L'amour du cinéma, bonjour. Spielberg voulait à l'origine que le film soit plus musical. Imaginez les Goonies chantant pendant leur aventure façon Disney. Lénard a dit « Steven n'en fait pas Les Misérables version pirate ». Heureusement qu'il a insisté, mais il change en chantant sa fin pendant qu'ils échappent au fraté. Le film a inspiré des millions de gamins à explorer leur environnement. Combien de greniers ont été fouillés après ça? Combien de cartes au trésor bidons ont été destinées? C'était l'époque pré-internet. L'imagination était notre seul divertissement. Maintenant, les gamins cherchent des trésors sur Fortnite. Moi, ça lui semble plus triste. Jeff Cohen, alias Chung, a arrêté le cinéma en partie à cause du harcèlement qu'il subissait à l'école après le film. Les gamins l'obligeaient à faire le truffle shuffle tout le temps, dans du ventre. Le pauvre a développé des troubles alimentaires à cause de ça. Il est devenu avocat et maintenant il défend des enfants acteurs. La boucle est bouquée, mais à quel prix? La phrase « L'église ne meurt jamais » est devenue un cri de ralliement pour toute une génération. Des gens se la font tatouer, la mettre sur leur pierre tombale. C'est beau quelque part, mais aussi un peu flippant. Imagine expliquer à tes petits-enfants ta philosophie de vie. Il y en a un film où un gamin au pays danse avec son cou. Générique de fin avec Cyndi Lauper qui chante sur l'aventure des Goonies en dessin animé était révolutionnaire pour l'époque. Un mini-film après le film. Marvel a rien inventé avec ses scènes post-génériques. Les Goonies faisaient déjà ça en 1985, mais en plus stylé. Donner a essayé pendant des années de faire une série télé des Goonies. Le projet n'a jamais abouti. Heureusement d'ailleurs. Imagine une version des années 90 avec des effets spéciaux de merde, des acteurs au rabais. Certaines choses doivent rester uniques. Le film est sorti la même année que Retour vers le futur. Autre production Spielberg. 1985, c'était l'année où Spielberg possédait le coup. Entre les Goonies, Retour vers le futur et la couleur pourpre, le mec était parti. Certains l'appelaient l'empereur de Hollywood. D'autres disaient qu'il en faisait trop. Les deux avaient probablement raison. Les droits du film sont un bordel juridique maintenant. Warner Bros. Possède le film. Et Spielberg a certains droits créatifs. Donner, maintenant sa succession, avait des droits de suite. Et les acteurs originaux ont des clauses bizarres avec leur contrat. C'est l'une des raisons pour lesquelles une suite n'a jamais vu. Autre cuisinier dans la cuisine. Non, bon.
Il y a une scène coupée où les ministres trouvent un casino souterrain tenu par le fantôme de Louis le Mort. Ouais, un casino fantôme. Le concept était tellement perché que même pour un film avec un bateau pirate dans une grotte, c'était too much. La scène a été tournée mais jamais montée. Elle existe quelque part dans les archives de Warner Bros. Le Saint Graal des fans des... Le film a été interdit dans certains pays à cause de la violence. En Suède, il était interdit au moins de 15 ans. En Allemagne, certaines scènes ont été coupées. Le film qui traumatise gentiment les enfants américains était considéré comme trop hardcore pour les Européens. Comme quoi les standards culturels. La réplique « Et les gars !» de Sinek dit en fait une émission pour enfants des années 70 appelée The Electric Company. John Matsuzak l'a proposé. Donner a trouvé ça génial. Un hommage dans un hommage. Méta avant l'heure. Les cascadeurs du film ont raconté que c'était l'un des tournages les plus dangereux de leur carrière. Pas à cause des cascades en elles-mêmes, mais parce qu'ils devaient protéger des enfants acteurs qui voulaient faire tout eux-mêmes. Imagine être payé pour empêcher Corey Feldman de se tuer en sautant d'un rocher. La maison de Mikey a été vendue plusieurs fois depuis le film. À chaque fois, le prix monte à cause de la notoriété. La dernière vente était à plus de 1,6 million de dollars pour une baraque pourrie à Astoria. Le pouvoir de la nostalgie sur le film. Certains acteurs du film se retrouvent régulièrement pour des conventions. Jon Astin, Corey Feldman et Jonathan Kitwan font le circuit des Comic-Con. Ils signent des autographes à 50 $ pièce. Vivre de sa gloire passée, c'est un métier comme un autre. Le film a eu un impact sur l'industrie du tourisme dans l'Oregon. Des tours sur le trace des Goonies existent encore aujourd'hui. Des bus entiers de touristes japonais viennent photographier les lieux du tournage. L'économie locale remercie encore Spielberg. Il y a eu un jeu vidéo, les Goonies, sur Nintendo. C'était de la merde absolue. Tous les gamins, ils l'avaient. Le jeu était tellement dur que personne ne l'a jamais fini. C'était l'époque où les jeux vidéo étaient conçus par des sadiques pour torturer les enfants. Richard Donner a mis des easter eggs de ses autres films dans les... Des références à Superman, à The Omen. C'est avant que les univers cinématographiques ne viennent à la mode. Donner faisait du Marvel avant Marvel. Le film a lancé la carrière de Chris Columbus comme scénariste. Il a ensuite écrit Gremlins, autre classique des années 80, où on traumatise les enfants avec classe. Le mec avait trouvé sa niche. Écrire des histoires qui donnent des cauchemars aux gamins tout en restant techniquement des films familiaux. La dernière scène du film, où le bateau pirate s'élève vers l'horizon, était tournée avec une maquette dans une piscine. Oui, ce moment épique qui donne des frissons. C'était un bateau joué dans une piscine. La magie du cinéma, c'est aussi savoir mentir avec style. Les Fratelli devaient à l'origine mourir dans l'écroulement de la grotte. Au test de projection, les gamins pleuraient. Du coup, ils ont changé la fin et les Fratelli sont juste arrêtés. Comme quoi, même dans les années 80, on avait des limites sur le traumatisme infantile. Ada Ramsey, qui jouait Mama Fratelli, est morte quelques années après le film. Son interprétation était tellement iconique qu'elle a été nominée aux Oscars pour un autre rôle de mère horrible dans Balance maman hors du train. Elle jouait toujours des mères terrifiantes. Typewriter en fait. Le film a failli avoir une suite animée dans les années 2000. Le projet a été abandonné quand ils ont réalisé que sans les acteurs originaux, ça n'avait aucun intérêt. Bonne décision. On a invité un Goonies de la nouvelle génération en CGI dégueulasse. Spielberg a dit que s'il devait refaire le film aujourd'hui, il le ferait exactement pareil, sauf pour une chose. Il ajouterait plus de films dans le groupe des Goonies. Mais même lui reconnaît que le film était un saucisse festival. Le costume de Sinek pesait plus de 30 kilos avec le métier à des prothèses.
Matsuzac devait faire des pauses pendant toutes les heures pour ne pas s'évanouir. Imaginez, il était ancien joueur de la NFL, costaud comme un bœuf, mais même galérait. Respect. Les scènes où les glissent dans les tuyaux pour échapper aux Fratini ont été tournées dans des vrais tuyaux d'égouts désaffectés. Ça pue la mort, il y a eu des rats, de la moisissure. Les gamins ont tous chopé des infections après. Le glamour des loups. Épisode 436. En conclusion, les Goonies, c'est ce film imparfait qui a défini l'enfance de millions de personnes. C'est pour être de défauts, de stéréotypes, de trucs qui passeraient jamais aujourd'hui, mais aussi c'est un condensé de tout ce qui rendait les années 80 spéciales. L'innocence, l'aventure, la possibilité de croire qu'un trésor de pirate pouvait sauver ta maison. Le film nous a appris que le vrai trésor, c'est que les amis qu'on se fait en cours de route. Bon, ok, c'est niais comme message, mais quand t'as 8 ans et que tu regardes ça en mode qu'on est pépito, c'est profond. Les Goonies, c'est la preuve que parfois, un film n'a pas besoin d'être parfait pour être culte. Il doit juste toucher la bonne génération au bon moment. Et putain, qu'est-ce qui nous a touchés? Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un crier Hey you guys, ou Goonie never say dies, non, original, souvenez-vous que derrière ces phrases des bouts, il y a toute une génération qui a grandi en croyant qu'elle pouvait vivre une aventure extraordinaire. Même si au final, on a tous fini dans des bureaux à faire des tableaux Excel. C'est ça la vraie tragédie. Ils nous ont fait croire qu'on était spéciaux, alors qu'on était juste des gamins normaux qui allaient devenir des adultes normaux. Mais pendant 2 heures, on y a cru. C'est déjà pas mal. Voilà les amis, c'était notre plongée nostalgique et légèrement cynique dans l'univers des Goonies. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos potes qui pleurent encore quand ils voient le bateau pirate. Et souvenez-vous, dans la vraie vie, si vous trouvez une carte au trésor dans votre grenier, c'est probablement juste un vieux plan Ikea, mais bon, on peut toujours rêver. À la prochaine pour un nouveau massacre, pour une nouvelle analyse de film occulte. Peace out, et Goonies ne mourront jamais, même si on est tous un peu morts à l'intérieur, depuis qu'on paie des impôts. Merci les gens. Mettez 5 étoiles au podcast. Ça le fait remonter beaucoup dans les classements et ça m'aide beaucoup. Et col roulé. Depuis Merci que t'as greffé d'avance. des roulettes et bétonné ton trou, tu nous fais croire que tu souffres. Ciao. Et ça t'empêche pas de nous faire cannibale, hein? Petit canard, va. Fais-moi bien tes bruits dans mes nuits avec ta petite pine toute fine. Hein? Sauf que si tu fous comme tu causes, il faudra éditer la notice. Je sens que ce soir, je vais conclure. Désolé. Recule-moi tout ça avec une poignée de gravier. Montre-leur qui on est à ces bâtards. Les chiens mangent les chiens.